Bienvenue au Polysécure. Cet épisode, je suis avec Vincent. Salut! Salut! Shameless plug, COVID-19, au moment de l'enregistrement, la région de Québec est dans l'extrême rouge ou dans le fuchsia ou whatever la couleur que vous voulez nommer. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont négligé un peu les mesures sanitaires. Ça a eu un effet un peu désastreux, très malheureusement. Fait qu'on est en train de fermer, s'il vous plaît. Respecte au minimum ces règles-là. Puis si on veut avoir un été qui va être plaisant et qu'on va pouvoir prendre un breuvage, alcoolisé ou non, sur une terrasse, ça serait fort agréable. Le 15 avril, ce qui est à nos portes, le Sécure, avec plusieurs conférenciers. On a diffusé sur le podcast, d'ailleurs, des teasers de toutes les conférences. Ben, la plupart des conférences, pas tous. Le 16 avril, il va y avoir le Boss of the Sock. Là, au moment de l'enregistrement, ben, c'est les derniers 1000 d'ouverture de la billetterie. Fait que au moment que vous allez écouter, probablement que ça va déjà être fermé. Il va y avoir plusieurs personnes. Parce qu'il y a pas mal de monde qui se sont inscrits. C'est super plaisant. Pour les autres, ben là, on redressera voir pour les fois futurs. Pendant la semaine numérique, même du 9 au 16, c'est-à-dire comment ça va être diffusé normalement. La première journée de la semaine numérique va commencer. Nous, on est plus vers nous, étant le Sécure, on va être plus vers la fin. Nouveau podcast, ben là, nouveau, il n'est plus tellement nouveau maintenant. Il y a déjà quand même plusieurs épisodes d'amorcer. Incidence faite par Virginie Arsenault, qui fait des entrevues, pose des sujets très spécifiques, plus en profondeur. Commençons avec les nouvelles. Une petite sur Exchange, puisque c'est pas terminé encore. Ben là, l'organisme CISA aux États-Unis oblige les différents organismes américains de scanner avec les outils de Microsoft. Même si ceux-ci sont imparfaits, même si ceux-ci n'arrivent pas à quelque chose, faites-le. Dans les show notes, il va y avoir le URL pour aller chercher l'outil fourni par Microsoft. Par ailleurs, puis ça, j'avais quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, avait écrit une boutade sur LinkedIn, dit vous n'êtes pas en mesure d'avoir patché à ce stade-ci, puis là, lui, il y a déjà plusieurs semaines, patchez votre Exchange, vous êtes pas mal mûr à envoyer ça dans le nuage, puis faites ça vite parce que vous n'avez pas les capacités à entretenir correctement vos infrastructures. Fait que, allez, envoyez dans le nuage, dématérialiser votre stock parce que ça presse. Parce que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les capacités de le faire. Puis de toute façon, en 2021, ça commence à faire plus aucun sens d'avoir son serveur Exchange sur site. La lourdeur que ça a de maintenir ça, c'est juste fou. Les organisations peuvent mettre de l'énergie ailleurs. Vincent, t'as l'air de voir réagir ou tu fais juste encaisser? C'est une bonne idée? Non, écoute, c'est une bonne idée, Nico. Effectivement, là, on est en confinement, là. Ça te tenterait-tu, Nicolas, toi, comme dans notre ancienne vie, là, avoir un incident, une interruption de service non planifiée? Il est 2 heures du matin, il n'y a plus personne au bureau, il reste un seul serveur dans ton 40 000 pieds carrés de sous-sol, avec à peu près 20 fans autour, disons un HP ML 380, avec qui pèse à peu près 45-46 livres, avec un Exchange dessus. Pouf, ça plante. Faut que tu te lèves. Faut que tu te déplaces. Écoute, ta carte marche peut-être plus. Qu'est-ce qui va arriver éventuellement? Ben, les exploitants, les entités qui exploitaient ces bureaux-là vont commencer à faire de la location. Lisez les journaux, hein. Lisez les journaux. SSQ a fait une annonce. Ils ont des locaux à louer. Puis je connais pas exactement sont où les emplacements, mais les compagnies ont commencé à se convertir, là. Ils ont plus besoin de ces emplacements-là. Ils veulent louer ça à quelqu'un d'autre. Donc, tu vas te retrouver à rentrer dans une entité dont le building appartient à ta compagnie pour laquelle tu travailles, mais tu as des locataires étrangers qui te connaissent pas, qui ont probablement changé le système de gestion de cartes. Puis il va falloir que tu t'identifies, probablement une fouille à nu pour descendre dans le sous-sol, passer au travers de 20 fans avec ta calotte pour trouver ta petite boîte à 5000 pièces pour arranger un exchange. Bon, je caricature ici, là. Je suis d'accord avec Nico, là. Franchement, exchange, ça marche dans le nuage, là. Utiliser le service, puis ça finit là. Ton image est merveilleuse. J'ai juste une petite question pour toi, Nico. Tu parles de l'organisme CISA, là, tu parles-tu de notre ordre professionnel? Non, je pense que c'est l'organisme américain qui s'occupe, là, je pense que ça relève du DHS qui s'occupe spécifiquement du volet cyber maintenant. Ils ont construit, comme le Canada, ils ont regroupé toute l'énergie ou toute la connaissance cyber dans un
organisme que c'est ça. J'ai pas l'acronyme là, sous les yeux, fait que je serais pas capable de le répéter là, intelligemment. Là, fait que c'est sûr, je vais me mettre le pied dans la bouche. Fait que ce que je ne ferai pas, en tout cas, pas là. Non, c'est correct. Ça m'aurait juste surpris qu'un ordre professionnel fasse des recommandations justement à des entités soit gouvernementales ou à quiconque de façon publique de cette façon-là. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est bon. Effectivement, c'est pas ça. Puis de toute façon, pour les gens qui sont mal à l'aise avec le fait que ce soit Microsoft qui gère les choses, Proton Mail est très très bon aussi. Il y a sûrement d'autres fournisseurs de cette nature-là qui vont davantage protéger vos données ou votre vie privée ou selon vos préoccupations que vous avez. Fait allez, oust, dans le nuage, arrêtez de gérer ce genre de choses-là par vous-même. Oui, mais un petit peu d'expérience historique, cher Nico. Hotmail, dans les années 90. Oubliez pas, Hotmail était déjà un service infonuagique. C'est Microsoft qui publie ça, qui fournit le service. Ils en ont de l'expérience. Puis je sais pas pour vous, mais j'ai cette adresse-là depuis de nombreuses années. À un moment donné, oui, il y a eu des leaks. Oui, je me mettais à recevoir de la cochonnerie. J'utilise encore cette adresse-là de façon aléatoire. Ça dépend des scénarios. Côté gestion du pourriel, je vais lui dire wow. Gestion du pourriel, gestion de la cochonnerie, gestion de la disponibilité. C'est l'équivalent d'un tout petit exchange là, Hotmail. C'est à usage personnel. Fait que pour un usage corporatif, avec le sérieux qu'ils mettent déjà sur l'usage individuel, gratuit, personnel, moi, je pense que d'un point de vue expérience historique, je pense qu'on peut faire confiance à Microsoft là, sans trop se poser de questions. Pour la sécurité, oui, mais je te disais qu'il y a des gens qui sont plus mal à l'aise, les compagnies américaines, puis blablabla. Pour ceux qui sont de cette acabit-là, Proton Mail peut faire la job, par exemple, puis il doit y avoir d'autres fournisseurs de même nature qui protégeraient davantage votre information personnelle. Mais cela étant, là, tu parlais d'Hotmail, c'est intéressant. Hotmail, c'est sûr qu'ils vont lire tes courriels parce qu'ils monétisent parce que tu payes pas. Mais les services payants de Microsoft, Azure, qui sont Azure, AWS, Google, généralement ne monétisent pas l'information parce qu'on les paye. Fait que dans ce temps-là, ils n'ont pas de raison d'aller fouiller dans nos affaires pour faire de l'argent avec. Fait que, bref, c'est un peu défaire le mythe là, qui circule bien à ce niveau-là. Et tant qu'à suivre dans ces affaires-là, on va parler un peu de toutes les fuites, le phishing, et ainsi de suite qu'il y a eu encore une fois dans les dernières semaines. Là, il y a eu beaucoup de nouvelles de cette nature-là. La plus flamboyante, c'est celle de Facebook, là, où il y a eu 533 millions de comptes qui auraient fuité dans les réseaux plus obscurs. Bon, écoutez, c'est la fameuse phase qui remonte de près de 2 ans, là, 2019. Où 1 demi-milliard, justement, d'utilisateurs Facebook, dont les données personnelles ont été, en fait, l'ensemble des comptes ont été piratés avec la majorité de l'information qu'on y retrouve. Là où je voulais en venir, c'est que ça fait encore les manchettes cette semaine. Là, notamment, on vient de chiffrer quelques indicateurs ici. Là, on parle de 106 pays. Moi, je vais parler d'une autre. Le Canada, 3,5 millions de ces utilisateurs-là sont canadiens. Là, faut s'entendre. On n'a pas le détail. Est-ce que c'est une personne qui possède 2, 3, 4, 5 comptes? Est-ce que c'est 1 million de personnes individuelles, etc.? On le sait pas, mais ça fait quand même 3,5 millions, justement, de comptes individuels qui ont été piratés, pour lesquels, écoutez, on voit numéro de téléphone, ville de résidence, profession, nom de l'employeur, si les gens l'ont divulgué, en fait, l'ont inscrit, situation matrimoniale, le sexe des internautes, etc. Et puis, effectivement, ça fait encore les manchettes et ça circule justement sur le Darknet. 3,5 millions. Écoutez, ça représente à peu près, je vais dire 10% de la population. Il faut oublier qu'on est un pays peu populé, contrairement aux autres. 10%, c'est énorme. Puis, ces comptes-là, souvent, on peut faire beaucoup de gestion croisée. Hein?
Autrement dit, avec des comptes récupérés, des authentifiants, on peut croiser l'information pour d'autres pour d'autres sites que vous utilisez avec des authentifiants, où vous pourriez être tenté justement d'utiliser le même compte utilisateur et le même mot de passe pour un compte Gmail, par exemple, pour un compte chez peu importe le fournisseur, jusqu'à... Ouais, ce qui est troublant dans cette faille-là, dans cette fuite-là, parce que là, elle a un peu plus d'informations que juste son nom d'utilisateur, mot de passe, ainsi de suite. Là, elle est vraiment plus complète sur le profilage. C'est que là, généralement, en plus, les questions qu'ils ont chez les fournisseurs, c'est les villes où tu restes, où tu as resté, ton employeur, et ainsi de suite. Donc, tu es capable de monter un profil qui va aider à bypasser les questions de sécurité dans les autres sites, là, un peu pour aller plus loin par rapport à ce que tu dis. D'un point de vue de ce que tu viens de dire, c'est vrai, croiser des informations, obtenir plus d'informations, profiler davantage. L'autre élément où ça peut mener avec ce type d'informations-là, c'est par exemple pour peut-être commettre d'autres types de méfaits. Autrement dit, des méfaits qui peuvent être plus physiques. Par exemple, si vous êtes recherché par un groupe X parce que vous avez fait une mauvaise action, ou vous avez témoigné contre, ou là, je vais plus loin, ou si vous avez un poste intéressant dans une institution financière et on voudrait justement utiliser peut-être certaines de vos faiblesses que vous pourriez avoir dans votre profilage pour justement que vous commettiez l'irréparable contre votre employeur, mais pour le compte d'un groupe occulte. Entre autres, oui, ben ça ajoute. Puis c'est ça, j'aime bien l'aspect que tu amènes avec le fait de recroisement. Puis on va parler beaucoup d'OSINT, de l'Open Source Intelligence, c'est-à-dire d'aller récupérer de l'information qui est diffusée, ce que vous diffusez volontairement sur les réseaux sociaux et en dehors de ceux-ci, qui permet de vous profiler sans que ce soit en arrière des barrières de Facebook, et compiler avec des informations qui font partie des fuites comme ça. Les profils deviennent extrêmement précis sur les personnes et ensuite tu es capable de remonter des attaques dans le vrai monde. Puis on appelle ça, les gens là, vont faire ce qu'on appelle du doxing. Ils vont pogner tout le package de ton existence puis le mettre sur un site pour t'emmerder. On est de plus en plus dans cet univers-là où on est capable de se faire mettre à nu virtuellement. Puis quand on en parle de temps en temps, le fait qu'on n'a rien à cacher, ben l'accumulation de toutes ces données-là peut devenir un peu troublante. Elle va donner qui on est davantage, elle nous profile davantage. C'est les compagnies qui veulent nous vendre du stock, ils aiment bien ça parce qu'ils nous vendent du stock. Mais au-delà de ça, les employeurs vont pouvoir prendre des décisions d'embauche sur cette information-là, que normalement, ils ne seraient pas censés être capables de prendre des décisions d'embauche. Justement, c'est de la discrimination. Mais comme ils ne poseront pas la question d'entrevue et comme l'information tombe du ciel, ben ça se pourrait qu'ils le fassent puis qu'ils le disent pas. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres qui sont les effets dommageables dans les sociétés égalitaires dans lesquelles on est et qu'on essaie de défendre très fort aussi. Là. Fait que c'est ouch. Ben en fait, c'est ultimement c'est bien plate la fuite, mais là où on s'engageait un peu notre discours, c'est faites quand même attention à ne pas vous mettre vous-même votre propre pied dans votre propre bouche en utilisant ces réseaux, les différents réseaux sociaux, les profileurs numériques, je vais les appeler comme ça, qu'ils soient bienveillants ou malveillants. L'information puis les outils sont rendus intelligents. C'est les profils que ces profils, en fait, votre profil que ces profileurs-là et les outils qu'ils utilisent peuvent produire deviennent extrêmement précis sur votre propre personne. Là. Fait qu'il faut faire attention. Énormément, puis c'est ça qui devient troublant. Puis en plus, dans le cas de la faille, de la fuite de Facebook, ce qui est largement mentionné publiquement, c'est que les informations qui sont là vont pouvoir aider à monter des campagnes de phishing beaucoup plus précises. Et là, on embarque justement dans un concept, puis c'est là le vecteur actuel.
Puis en tout cas, j'en vois pas la fin personnellement et professionnellement, là, peut-être plus professionnellement. J'en vois pas la fin de cette utilisation du courriel comme étant le véhicule premier pour être capable de transmettre ça. Et plus on est capable de constituer un courriel convaincant, qui n'est plus un prince nigérien maintenant, mais qui est vraiment soit une séquence de communication avec de l'information et des éléments comme ça, plus on est capable d'être crédible, donc plus on est capable de passer d'une campagne de phishing massive à une campagne de spear phishing. Fait qu'au lieu de juste d'essayer de faire de l'hameçonnage, ben là, on fait du harponnage. Fait que là, c'est pas le même genre de choses qu'on pogne. Puis c'est beaucoup plus massif et beaucoup plus intéressant. Puis c'est pas parce qu'on a un rôle qui ne semble pas important qu'on ne peut pas être harponné dans ces stratégies-là, puis ça l'aide, ce genre de choses-là. Fait que donc, dans les prochaines semaines et probablement les prochains mois, facilement, on devrait être plus vigilant tant qu'à l'usage à la réception de courriel qui est non sollicité, tant qu'on reçoit quelque chose qu'on s'attend pas. C'est sûr que à moins que vous sachiez vraiment que vous avez un petit-fils qui est en Afrique présentement, si on vous dit que c'est un petit-fils en Afrique, s'il vous plaît, soyez un minimum vigilant, ou en tout cas, préférez, si on parle aux professionnels, donc propager le message dans votre entourage comme quoi ce message de sensibilisation-là. Puis il faudrait aussi arrêter de dire que les utilisateurs sont le problème. C'est un ensemble de manœuvres. Il faut les éduquer, oui, mais il faut aussi leur donner les moyens de réussir à aller plus loin puis à ne pas se tirer dans le pied, si possible. Aidons-les à ne pas se tirer dans le pied, là. Dernier élément, Nicolas parlait justement de campagne de phishing par courriel, des courriels très sophistiqués. Mais n'oubliez pas, comme je disais, là, pour ceux et celles qui publient beaucoup trop d'informations, dont le numéro de téléphone, faites attention aux appels frauduleux aussi. Puis peut-être avertir vos proches, parce que si vous avez des relations qui sont inscrites justement dans vos informations qui ont été volées, peut-être vos relations peuvent recevoir un coup de téléphone où ils posent la question sur vous pour obtenir une information complémentaire. Vous voyez la cascade d'événements que ça peut produire. Fait que soyez prudents, soyez vigilants. Ils sont très bons, puis ils vont utiliser, puis c'est une des choses qui est présentement très utilisée aussi qu'on voit, c'est qu'ils vont imiter des pages authentiques de Microsoft, nous faire de SharePoint, service, on a parlé tantôt Outlook, Hotmail, grand public, ce qui est plus en entreprise, c'est OneNote, SharePoint, Teams, qu'on voit davantage. Ils vont imiter ces pages-là pour nous faire accroire puis qu'ils viennent voler notre mot de passe, par exemple. Ça, c'est là où le fait d'avoir un deuxième facteur vient justement bloquer ces tentatives d'attaque-là de beaucoup, mais encore là, c'est d'être très, très vigilant. Ne pas adhérer à des choses on n'est pas censé voir, ce genre de choses. Puis les campagnes de phishing que j'ai roulées en entreprise sont étonnamment efficaces, puis pas très sophistiquées. J'ai pas fait des affaires, j'ai pas joué cochon comme GoDaddy a pu le faire dans le temps des fêtes où ils ont promis des bonus, puis les gens sont tombés dans le piège. Je trouve ça, là, je eu un énorme débat à propos de ça, puis on en a parlé d'ailleurs sur le podcast, mais le fait d'utiliser ça, c'est l'appât du gain. Les gens sont tombés là violemment dedans. Éthiquement parlant, c'est limite, mais en même temps, les malveillants ne gêneront pas pour le faire. Fait que, donc, là, c'est où on arrête et où on n'arrête pas. Fait que ça, la question est assez c'est étrange, mais même des campagnes beaucoup moins menaçantes que celle-là, ou beaucoup moins chiantes que celle-là. J'ai réussi à quand même payer des cas de 25, 30, 40% des employés de ces entreprises-là. Donc, puis c'est fou, là. Il y a beaucoup de choses qu'on a ratées, puis il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas été capable d'aider ces gens-là à prendre des décisions plus éclairées. Puis les technologies laissent tout se passer en plus, fait que c'est encore d'autant plus emmerdant ce genre de situation-là. Hey, petite question. Tu parles d'outils qui te permettent de faire des campagnes de phishing qui sont très sophistiquées puis qui demandent très peu d'énergie justement pour les bâtir. Dis-moi donc, est-ce que ces outils-là, parce que moi, je vois deux choses. Une chose que je nommerai pas dans le podcast, je vais te le dire après, mais une chose que je vois comme indicateur. Est-ce que tu es capable de savoir avec ces outils-là, lorsque la personne le reçoit, lorsque la personne rouvre, puis lorsque la personne appuie sur le lien? Est-ce qu'on est capable d'avoir un délai? OK.
Parce qu'un délai... Je sais, j'ai pas mémoire qu'on voit le délai entre les étapes. Par contre, l'outil qui est gratuit, j'utilise quand on doit faire des campagnes rapides ou des manœuvres intéressantes, c'est GoFish que je vais aller utiliser. Des fois avec certains petits tweaks pour l'amener plus loin. Mais GoFish, essentiellement, dans une campagne un peu plus vanille, va amener l'ouverture, va amener, si la personne a cliqué sur les liens, et elle va aussi amener, parce que tu as comme un landing page où tu amènes la personne à atterrir pour ça. Puis si tu simules une page de login Microsoft, par exemple, si la personne a saisi ces informations dans la dite page, on est capable d'avoir les étapes où jusqu'où la personne s'est rendue. Est-ce qu'elle a arrêté après l'ouverture du courriel? Est-ce qu'elle a arrêté jusqu'à se rendre sur la page? Ou est allée jusqu'au bout de l'expérience et s'est fait hameçonner jusqu'au bout? Fait qu'on est capable de mesurer ça. Ce qui s'ensuit, malheureusement, ce que j'ai vu jusqu'à présent dans les entreprises, il n'y a pas eu de campagne adaptée. Puis ça, j'en parle régulièrement de ça. C'est 25, 30, 40% de personnes-là qui se sont fait avoir. C'est parce qu'il n'y avait pas les outils pour les aider à prendre une décision éclairée. Donc, de ces personnes-là, il faut faire un plan de formation qui est spécifique pour les aider justement à la prochaine campagne ne se fasse pas prendre et ainsi de suite. Là, fait que ça, parce que GoFish est utilisé par les malveillants pour monter leur campagne d'hameçonnage aux autres aussi. Autant c'est un outil qui est fait pour la sensibilisation, autant il est fait de l'autre côté quand on fait des missions qui sont spécifiques pour faire du Red Team, ben c'est un des outils qui est utilisé pour nous amener jusque dans l'intérieur du réseau. Puis souvent, ça marche malheureusement très bien. Fait que c'est encore les malveillants le savent, ils le font. Les gens qui se font payer de façon légitime le savent également. On utilise le même moyen pour arriver le même genre d'objectif. Puis de casser les sécurités, mais je sais que ton employeur, puis pour donner souligner le fil de travail qu'ils font, ils ont énormément d'efforts mis là-dedans, puis sensibilisation, la technologie est en place, les mesures technologiques, ça fait qu'un amalgame de mesures technologiques, sensibilisation, d'accompagnement et ça qui, j'ose espérer maintenant, est encore meilleur que qu'est-ce qu'on peut trouver ailleurs au Québec, là, probablement à mon sens, dans les meilleurs là, en ce sens-là. J'aime bien tu le fais de ta caisse. Non, écoute, t'es pas obligé de mentionner, c'est quand même ton employeur. Fait, je veux pas. Mais là où je veux en venir avec l'indicateur de délai entre la personne, du moment qu'elle rouvre et qu'elle clique, des fois, ça peut être aussi un indicateur où je vais discriminer personne, là, mais il y a du monde qui, des fois, se pose pas la question puis vont trop vite. Parce que dans les campagnes de sensibilisation que j'ai vues à travers plusieurs entités, il y a des indicateurs qu'il faut regarder. Le nom de domaine, les fautes d'orthographe. Donc, là où je voulais en venir avec le fameux délai, c'est on peut rapidement peut-être cibler des personnes qui sont je veux pas discriminer ici, mais peut-être plus aptes à ce que les campagnes de sensibilisation, les formations soient peut-être plus soutenues, plus fréquentes, hein, pour que ces personnes-là développent un automatisme justement à dire stop, trop beau pour être vrai. On le voit à TV. Le fameux trop beau pour être vrai à TV, là, c'est tellement simple. Nos parents nous ont enseigné ça. Tous les parents, peut-être pas tous, mais la majorité des parents nous ont enseigné ça, enfant, quand on était flots. C'est trop beau pour être vrai. Come on! On fait un pas de recul. On fait aller nos méninges. Pas pour dire non. C'est peut-être pour dire oui. Mais oui, pas trop vite. Parce que ça se peut que ça soit un non. C'est le même scénario avec les courriels. Trop beau pour être vrai, c'est le même scénario, là. C'est l'équivalent c'est l'équivalent de comment je dirais, de Natacha qui finalement s'appelle Roger, qui vit dans le sol chez ses parents, qui est dans un Bel Air 84 qui sent la cigarette, qui nous tend des bonbons avec la porte ouverte. C'est trop beau pour être vrai, là. OK, vous voyez l'image. Ouais, non, j'aime ça, puis j'avais pas vu ton métrique sous cet angle-là, c'était intéressant. Je l'ai jamais fait parce que moi, c'est jamais sur cet angle-là que je le fais parce que je suis pas une personne qui est bonne en sensibilisation. C'est vraiment pas mon créneau, là. J'en parle parce que je trouve qu'on est
pas bon en général en sécurité. Je ne suis pas meilleur, je fais mon possible, mais au moins, je ne blâme pas l'utilisateur. C'est le minimum que je fais. Mais non, les gens qui sont meilleurs que ça, on en avait dans certains des contrats que j'ai côtoyé des gens qui sont excellents. Je ne sais pas s'ils utilisaient ces métriques-là justement pour calculer si la personne prenait le temps ou pas de lire le courriel, puis comprendre, puis de voir les fameux symboles où il voit le URL, il clique dessus, ou il voit le fichier, puis il clique dessus sans même se poser de questions. Fait que c'est effectivement un aspect très intéressant à analyser pour la très, très bonne sensibilisation. Mais je ne dirai pas ce qui s'est écrit, mais de la très bonne sensibilisation pour accompagner les utilisateurs. Donc, c'est ça qui est un aspect qu'il faut faire évoluer, il faut faire continuer. Puis bon, cet aspect-là de temps, il serait probablement, la prochaine fois que je vais le regarder, en tout cas du moins, que je vais faire une campagne de cette nature-là. Puis tant qu'à continuer dans les différents éléments par rapport à ça, il y a aussi Ubiquiti, qui a été une compagnie qui a fourni des équipements réseau, qui a fait part d'une fuite, une faille, qui a mené à certaines genres de choses. L'élément, on en parle parce que pas parce que la faille elle-même ou la fuite, on en a plusieurs, fait que c'est pas rendu que c'est banal, mais c'est pas rendu et c'est pas extraordinaire. C'est juste que les autres ont commencé à masquer. Ils n'ont pas tout dit ce qu'ils étaient supposés dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiquement dites, puis les recherches qui ont été faites à côté n'étaient pas également de la même nature. Fait que ça donnait un peu une certaine forme de dichotomie. Certains chercheurs comme Krebs, entre autres, ont fouillé puis ont découvert davantage de problèmes par rapport à cette faille-là. La fuite semblerait massive selon ce qui a été dit. J'ai pas beaucoup plus d'informations, puis je pense pas que publiquement, il y en a beaucoup plus d'informations également. Donc, c'est un problème, ce genre de choses-là, de commencer à minimiser. Puis quand on parle de minimiser, il y avait MobiQuick, une compagnie indienne qui aurait été dans le même genre de situation où sont arrivés avec le fait qu'il y aurait eu 100 millions d'utilisateurs qui auraient fuité. Puis il y aurait quelqu'un qui l'aurait découvert, puis au lieu d'aller dans le modèle de ce qu'on accepte, on corrige, on améliore, et on décide de commencer à poursuivre, à attaquer la personne qui a divulgué le contenu en question. Donc, on est donc dans une situation un peu plus old school par rapport à ce qu'on connaît maintenant en Occident, où la compagnie va préférer poursuivre que préférer de collaborer, au moins de jouer le fait que, bon, on a rencontré un problème, puis on va résoudre le dit problème à ce moment-là. Fait que c'est un peu malaisant de se trouver dans une situation comme celle-là. Puis finalement, la dernière élément de ce créneau des fuites et du phishing et ainsi de suite. Puis ça peut faire la boucle par rapport à ce qu'on a discuté. Malgré les grands investissements qui sont faits par les compagnies pour limiter, puis on parle en formation, c'est une chose, en moyens technologiques, c'en a un autre aussi. Toutes ces dépenses-là ne réussissent pas à atténuer la quantité de fuites. Ces dépenses-là ne réussissent pas à régler le problème. Puis là, on parle pas de la PME qui, malheureusement, met pas assez d'argent là-dedans, mais on parle des grandes entreprises qui mettent quand même des millions, des centaines ou des fois des milliards de dollars en sécurité. Puis malheureusement, même dans ces conditions-là, ne réussissent pas à avoir une sécurité qui est quand même à un niveau suffisant. Fait que ça, c'est un peu préoccupant à savoir est-ce que notre quête est infinie, est-ce qu'on a une chance d'arriver au bout, c'est quoi le maillon ou pourquoi on dépense notre argent peut-être aux mauvaises places. Fait que c'est peut-être des questions importantes à se poser qui nous amènent au bout du compte, j'aimerais ça ne plus avoir affaire d'avoir beaucoup de nouvelles de fuite de données à parler au podcast. J'aimerais ça parler de choses beaucoup plus intéressantes ou positif, disons, puis on est toujours encore pris dans ce genre de situation-là un peu plus tristounette tant qu'à moi, là, sur ce genre de choses-là. Puis oui. Hey, écoute, t'as amené quelque chose d'intéressant, là. On met beaucoup d'argent, sa sécurité. On en met de plus en plus parce que faut rehausser les technologies au bout d'1 an, au bout de 18 mois, dépendamment de notre modèle d'affaires, notre prestation de service, les objectifs, des objectifs d'affaires, des objectifs marketing, de nouveaux modèles, de ci, de ça. T'as amené un fait intéressant, là. Oui, pour des compagnies, ils vont mettre, mettons, 10 millions une année. Il n'y aura pas de fuite de données, mais ils se font puncher solide à tout bout de champ.
faut rehausser les technologies, un autre 10 millions l'autre année, puis un autre 10, puis un autre 20, puis un autre 30, puis c'est tout le temps le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Moi, je pense que je lisais un article tantôt que je trouvais intéressant, puis c'est pas parce que je le lisais tantôt que tout d'un coup j'ai envie de vous en parler. C'est une réflexion que j'ai eue là, fort longtemps. Il y a beaucoup de PME, il y a beaucoup de grandes entreprises, sans trop s'en rendre compte, et certaines s'en sont rendues compte, bien entendu, vous êtes rendus beaucoup plus des boîtes TI qu'une boîte manufacturière, parce que vous êtes en mesure d'exploiter les TI pour augmenter la production, augmenter les ventes, augmenter votre exposition, etc. Faut sortir peut-être de votre modèle, tu sais, votre réflexion, non, je vous dirais pas quoi faire, mais ça serait le fun que peut-être que vous ayez une réflexion à vous dire, mon modèle d'affaires, c'est pas juste de vendre des vélos puis des vêtements de vélo. Je donne un exemple ici, là. C'est que j'utilise tellement la technologie maintenant pour ma prestation de service, mon service à la clientèle, mes ventes, rejoindre le plus de communautés possible pour une augmentation de mes ventes. OK, je suis rendu une boîte TI. Ma boîte TI roule ma business. Ben, dans cette optique-là, ça amène peut-être des décisions d'affaires et du CAPEX qui va être très différent en termes de positionnement d'argent annuel aux 2 ans ou aux 3 ans pour justement vous assurer de maintenir et d'atteindre vos objectifs de progression annuelle, ce qui inclut de la sécurité informatique. Vous voulez atteindre plus de gens en Europe, vous voulez atteindre, etc., etc. Peut-être des fois juste se remettre en question en se disant, je suis plus un fabricant de vélos, puis de vêtements, puis de casques de bicycle. Je suis rendu un fabricant, oui, mais ma business est roulée par l'informatique. J'ai besoin de l'informatique. Je l'ai tellement installé puis implanté au fil des années, j'ai pas vu le monstre que j'ai créé. Je parle pas d'un monstre négatif ici, là. C'est un monstre qui vient justement bonifier votre offre de service puis votre prestation dans une très grande mesure, dans beaucoup de cas. Fait que c'est normal que ces dépenses-là en sécurité, parce que c'est une police d'assurance de la sécurité informatique, n'oubliez jamais ça. C'est pour éviter justement à perdre votre business, tout simplement. Fait que c'est comme une police, mais ça amène un modèle d'affaires qui est très à prendre des décisions d'affaires, puis avoir une vision aussi, puis un langage, puis une compréhension qui est très différente, puis surtout en matière de risque aussi, la gestion des risques impliqués parce que ça vient peut-être changer complètement votre univers de risque, justement. Peut-être que vous travaillez avec le mauvais modèle. Bon, là, je suis en train de fabuler, là. Je suis en train de fabuler. Dans la grande entreprise, mais effectivement, les TI sont... Je t'ai 1000 piastres de l'heure si vous voulez m'embaucher, là. Ouais, t'es pas mal rendu dans l'univers de la grande entreprise. Puis là, les aspects sont effectivement très intéressants parce que les TI, de toute façon, là, pour ton employeur, la dorsale principale, c'est les TI. Sans TI, vous ne ferez pas de business. Là, vous seriez vraiment dans le pétrin. Comme beaucoup de compagnies de ce secteur-là, s'il n'y avait pas de TI, c'est pas mal rendu la dorsale. Puis effectivement, il faut continuer à investir, justement comme on investit pour entretenir nos édifices, qu'on devrait investir pour entretenir nos routes. Si on n'investit pas dans les infrastructures, ben on a un problème ou dans la machinerie ou peu importe dans le secteur dans lequel vous êtes. Là. Si vous ne faites pas l'entretien de votre machinerie, ben elle va péter. Puis quand elle va péter, ben vous ne ferez plus d'argent parce que votre machinerie fait plus. Les TI, maintenant, sont des dorsales tellement importantes qu'effectivement, c'est pratiquement, dans certains cas, aussi important, même des fois même plus important que la machinerie qui elle-même vous rapporte de l'argent parce que c'est comme un accélérateur, un multiplicateur de ces éléments-là. Dans le service, comme ou toi, dans le secteur côté, effectivement, c'est encore d'autant plus important. Et la sécurité fait partie du coût des TI. Puis si on l'exclut tout le temps, comme on avait tendance à faire, bon, ça arrive jamais, ça arrive aux autres, c'est pas nous autres, on n'est pas attrayants, blablabla. Puis ça, d'ailleurs, dans les choses, il y a une nouvelle par rapport à ça au niveau des PME. Puis c'est vraiment le secteur qui est... la grande entreprise, maintenant, est un peu plus éveillée. Maintenant, on va mettre plus d'argent. Les PME, eux autres, ne le sont pas encore tout à fait, ou littéralement pas du tout.
puis ils deviennent des cibles, puis ils deviennent des cibles, ils ont de l'argent, ils ont du savoir, ça, ils sont des cibles. Fait que là, on parle pas d'analyse ou gouvernance, comme tu mentionnais tantôt, mais au moins minimalement, de continuer à mettre cet argent-là qui sert votre dorsale, qui aide votre business à faire votre comptabilité, à communiquer avec vos clients, faire de la vente en ligne. La vente en ligne, c'est rendu, c'est avec le confinement puis tout ce qui se passe, c'est rendu j'imagine, un des secteurs les plus importants, les mêmes primordiaux pour certaines compagnies qui ont dû s'aider à survivre à passer toute cette période de confinement-là. Fait que c'est rendu des éléments très, très, très importants. Là. Donc, faut pas sous-investir, peut-être pas toujours parler avec votre gars ou votre fille de risque, là, puisqu'ils coûtent cher eux autres. Là. Mais sinon, oui. C'est ultra, 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 ultra important. On n'en dira pas assez, là, puis on espère qu'il y a de plus en plus de compagnies au Québec qui adhèrent à ça. D'ailleurs, on a un conférencier, je vais plugger le Sécure, tant qu'à Steve Lavoie, justement, qui va discuter de tout le volet PME au niveau pour la sécurité, dans lequel il va relater une bonne partie de son expérience, puis une bonne partie de façon d'aider les PME à progresser en sécurité, justement, dans un contexte où c'est de plus en plus difficile, avec très peu de moyens d'arriver à ce genre de situation. Changeons de sujet. Allons dans un autre contexte où on a encore des difficultés. On va faire un retour un peu sur le Shadow IT. On en a parlé un peu dans les derniers épisodes. Shadow IT, puis là, c'est de plus en plus apparent. Là, c'est intéressant d'amener le sujet de la façon que tu l'as amené d'ailleurs. Là, ça raconte, ça réapparaît des nouvelles comme quoi c'est le prochain cauchemar, si on prend le titre de l'article en question, des compagnies parce que le endpoint, finalement, de l'employé maintenant est rendu chez lui. Puis le Shadow IT n'est plus juste consommer un service dans les fonds numériques, n'est plus juste j'amène mon bidule au bureau. Maintenant, c'est mon bureau qui vient chez nous avec mes bidules que j'ai chez nous. Fait que c'est un certain problème, si on veut, par rapport à ça, où ça change la nature du Shadow IT. Puis l'autre pendant à ça, c'est tout le BIOD, lequel beaucoup d'entreprises puis des ministères ont été beaucoup plus tolérants pendant le confinement, en tout cas la première année de confinement, à travers le monde, à lequel ça est en train de devenir de plus en plus, comme le Shadow IT dans la même perspective, un risque de plus en plus grand pour les entreprises, parce que les gens vont être un peu plus négligents, les gens sont beaucoup moins vigilants avec leur appareil personnel qu'ils sont avec leur appareil corporatif, qu'avec le réseau domestique d'ailleurs. Donc, on se voit qu'une situation qui vient amplifier ce que tu relatais dans les derniers épisodes d'ailleurs, là, au sujet du Shadow IT et du chiffrier Excel. Ah, écoute. Pourquoi qu'on appelle ça BYOD? J'aime bien ton soupir. Ouais. On va se ramener sur les bases. Il y a l'équipement corporatif. L'équipement corporatif a un encadrement, une gestion de configuration et un modèle d'exploitation. Bon, OK? Fait que 3 grands thèmes. Ce modèle-là, quand vous l'apportez chez vous, il est répliqué chez vous. Autrement dit, ça va prendre une connexion VPN, vous allez être comme au bureau, etc. Il y a l'autre modèle. Il y a l'autre modèle où, première définition, il y a le modèle corporatif, puis après ça, il y a le BYOD. Le BYOD, c'est d'octroyer la permission à la corporation pour laquelle vous travaillez de venir s'ingérer sur votre appareil pour faire une forme de gestion. On s'entend jusque-là, ça va bien, il y a une séparation, il y a un modèle de contrôle, il y a un modèle de sécurité, exploitation permissive, restrictive, etc. Là, on est en mode télétravail, tu as raison. Ce modèle-là, du BYOD pour beaucoup d'entités, puis là, je parle de ma carrière d'auditeur, était un petit peu... il n'y avait pas de balise. Il y avait des définitions, mais ces définitions-là n'étaient pas appliquées sur l'infrastructure pour en faire la gestion des configurations. Ce qui veut dire que il y a un petit peu d'éparpillement qui s'est fait, une perte de contrôle, donc introduction de Shadow IT.
Là, tu parles de justement, je ramène la corporation chez nous, incluant mon BYOD, incluant ma domotique, incluant mes intérêts personnels au bureau. Vous savez que dans les bureaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est fini, là. C'est le cubicule mobile, là. Votre plante est morte, là. Puis elle est au vidange depuis un bout, là. C'est fini, ça. Puis là, vous pensez ramener ça, ramener cet univers drabe-là chez vous, etc. Permettez-moi la caricature. Il y a des entités qui vont devoir resserrer les règles, là. Assurez-vous de contrôler votre équipement, contrôler l'exploitation de l'équipement, puis vous avez des notions de BYOD, ben assurez-vous d'appliquer vos configurations de sécurité BYOD. Tu sais, mes Philips Hue que j'ai à la maison, là, je les amènerai pas au bureau, là. Je les ai payés assez cher. Ils restent chez nous, là. Point barre, là. Tu sais, j'ai pas envie d'amener ça au bureau, là. Puis même que je retourne au bureau, j'amène pas mes lumières contrôlées sur l'ordinateur du bureau au bureau, là. Ça m'intéresse pas. C'est mes lumières. Elles sont belles chez nous quand je les vois. Fait que c'est juste, je pense, une notion de définition. Puis d'appliquer, en fait, la définition. Ben, en fait, c'est exactement l'expression. Comment on dit ça, donc? Les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines. Tu sais, prenez-le du sens que vous voulez. Ouais. Là. Mais faites vos définitions. Il va falloir les appliquer, là. Vous voulez du BYOD? Ben, si vous l'aviez encadré, mais vous ne l'avez pas appliqué, vous êtes pogné avec, là. Là, vous avez pas juste du BYOD, là, vous avez du Shadow IT BYOD, là. On va trouver des nouveaux acronymes, là. Ouais, entre autres, puis là, le défi là-dedans, puis tu l'as bien cerné, c'est. Puis en plus, c'est tout le problème du confinement, c'est que les corporations n'avaient pas assez d'ordinateurs, donc ont été beaucoup plus permissifs avec du BYOD, justement, parce qu'ils n'étaient pas capables de fournir l'équipement de travail normalisé. Là, après un an, là, si vous n'avez pas été encore capable de fournir les équipements, vous avez des problèmes d'approvisionnement, je pense que vous devriez investiguer. Ça presse parce que là, il y a un souci, là, peut-être pas de vous conforter. Puis j'aime bien ça, le fait que tu mentionnes, là, soit définissez puis modulez vos règles. Mettez des règles, pas genre on retourne comme c'était avant, puis c'est rigide, c'est plate, mais de prendre les règles puis de réfléchir dans l'état dans lequel on est actuellement. Le monde a changé depuis un an, mais il a vraiment changé. Puis moi, toutes les compagnies que j'entends parler qui veulent retourner dans l'ancien monde quand tout le monde va être vacciné, on a ouvert la boîte de Pandore. Elle ne se fermera plus. Puis j'ai même déjà vu des statistiques qui sortent qu'un tiers des employés, s'ils sont obligés de retourner au bureau, vont changer d'emploi. C'est massif, là. Un tiers. Donc, déjà là, on est déjà en train de il y a eu un changement. Puis là, il faut voir que ce changement-là soit compris, assimilé, et d'ailleurs, comme tu mentionnes, mis en application, soit pas juste de mettre une fiche qu'on a laissé traîner sur une tablette, là, mais vraiment, on applique ce qu'on disait, ou on modernise, ou on rafraîchit ce qu'on a dit par rapport à la situation dans laquelle on est. Mon expérience principale dans ce contexte-là est majoritairement Azure. Je l'ai fait un peu avec Google, puis un peu avec Amazon, mais intensif, c'est vraiment Azure. Microsoft offre des outils de collaboration qui sont sécuritaires sur du BYOD dans la mesure où ils sont bien configurés. Donc ça, il faut suivre, il faut faire ce genre de choses-là, il faut faire l'effort de le faire. Si on veut le tolérer, on veut l'accepter, ben il faut qu'il soit encadré justement pour pas que le document super secret de la prochaine stratégie de X se ramasse sur mon poste personnel. Puis là, Vincent, je vais prendre un exemple que tu as mentionné sans nommer. On est dans Teams, on reçoit un document d'un côté sur notre poste, on bascule, pouf, sur un autre tenant d'une autre compagnie, puis pouf, on renvoie le document. Fait qu'on se retrouve même dans un contexte d'entreprise à relayer de l'information entre deux choses. Pas de mauvaise foi, mais en pas y pensant, en respectant pas nécessairement les règles de l'entreprise à ce moment-là, là, qui peuvent avoir un effet très néfaste sur la compagnie. Hey, je vais vous ramener dans le passé. On est en 2021. Je vais vous ramener dans le passé de 24 ans. 25 ans. Écoutez bien ça. Nicolas, tu vas peut-être t'en souvenir, tu n'as peut-être jamais travaillé avec ça, ou tu vas peut-être t'en souvenir et tu as déjà travaillé avec ça. Je vais vous parler du système d'exploitation réseau Novell 3.11. 3.12, pardon.
avec on aimait était bien qu'un ça. utilisateur, j'ai pas été un admin réseau sur ça. J'étais sur la version un peu plus loin, la version 4, laquelle j'ai été un admin, mais pas la 3. Ça devait être 4.11 qui est sorti après la 3.12. Mais écoutez bien. Quand j'ai fait mes études en administration et gestion de réseaux locaux, Microsoft était en pleine livraison de NT4 Workstation, NT4 Server. Malheureusement, oui, j'ai appris, mais j'ai démarré avec Novell 3.12 qui était largement utilisé dans les entités des gouvernements québécois notamment. Écoutez bien ça, là. On parle de Novell, une plateforme qui existe encore, mais qui est plus utilisée, pas en tout, qui était une super plateforme. Saviez-vous que lorsque vous montiez votre système de fichiers, là je parle de l'équivalent de l'explorateur de Windows, là, ok, système de fichiers sur Novell, 2 fonctionnalités dont je me souviens qui étaient présentes il y a 25 ans. Puis là, on dirait que c'est rendu le gratuit pour tous, là. 2 fonctionnalités. 1, tout type de fichier chiffrier et texte pouvait être compressé jusqu'à 63%. Ça, c'est une information dont je me souviens. Donc, beaucoup de stockage. Deuxième élément, chaque fichier était tagué pour demeurer dans l'espace où il devait résider. S'il était consommé sur un poste, il y avait une alerte. S'il était déplacé, il y avait une alerte. Hey, tu peux même bloquer la copie du fichier, c'était malade, là. Ouais. T'essaies de copier un fichier parce que, tu sais, en tant qu'utilisateur, j'étais jeune et con. Fait que j'essaie de copier des fichiers que je voyais. Puis Novell, littéralement, le client Novell t'empêchait, il bloquait, pas physiquement, là, mais logiciellement parlant, dans le OS, t'essaies de copier, il faisait non, fuck you, t'as pas le droit. Là où je veux en venir, c'est je suis émotionnel. J'ai de l'émotion là. Tabarnak! Puis là, on veut empêcher la distribution de fichiers à gauche puis à droite. Puis il y avait des fonctionnalités natives dans des bons vieux systèmes. Come on! Là, ce que je vous parle, ça fait 25 ans. Je l'ai étudié. Il est brûlé le bouquin. Je l'ai lu à peu près 3 fois. C'était 400 pages. Je l'ai lu au complet. Je l'ai regardé. Je l'ai monté. Je l'ai testé. La configuration par objet dont on appelait à l'époque une copie, en fait, que Microsoft a faite sur le modèle du nouveau Novell 4.11, là. L'aspect graphique des objets utilisateurs, machines, containers, etc. Ce que vous connaissez sous le nom Active Directory, Security Groups, Users, Computer Bar, etc. Pour moi, c'est transitoire. Là. Ça allait de soi que Microsoft allait prendre le marché. Mais le système de fichiers, avec des fonctionnalités natives bien plus puissantes que permissive, justement, contrairement à Microsoft. Puis je bâche pas sur Microsoft. Ouais, mais c'était malade, là. La sécurité des serveurs Novell c'est rien comparé. On commence à avoir des affaires similaires dans Windows, genre dans 2012. Puis on avait des affaires de même dans les années 90 avec Novell qui étaient assez funky, là, en termes de comment la sécurité des fichiers se faisait, comment c'était bloqué, comment tout était géré, tout était... non, c'est un autre univers complètement. Là. C'est des bons souvenirs, par exemple. J'étais beaucoup amusé dans ce temps-là. Malgré que, depuis des lustres, oui, avec les plateformes Microsoft puis le système de fichiers, il y a des fonctionnalités qui empêchent la lecture, qui empêchent la copie, qui empêchent ci, qui empêchent ça. C'est pas facile parce que au lieu d'être restrictif à la base, tel était Novell, tel est IBM AS400, etc., c'est permissif à la base. Puis quand on part d'un modèle restrictif à permissif, c'est simple. C'est non en partant. Oui, pourquoi? Oui, pour ça. Mais quand c'est oui pour tout en partant, c'est tough de revenir à la racine pour dire oui pour tout en partant, sauf pour tabarnak. Faut faire l'inventaire des données. Faut les classifier. Registre utilisateur, les groupes, les secteurs, qui peut voir quoi, pourquoi. Voyez-vous le fardeau que ça l'a amené
Puis là, je comprends que les outils deviennent, on revient en fait comme à la base. On revient un petit peu à la base de l'ordinateur central. C'est comme une vague, hein? Très peu permissif, ordinateur central, années 60, 70. Apparition de la plateforme semi-distribuée. Là, je parle ici du AS400 parce que, selon mon opinion, et c'est la mienne, c'est une plateforme semi-distribuée. Donc, solide comme une tonne de briques, mais offre les avantages d'une plateforme distribuée. Donc, permission très gérable. Donc, on est venu à un modèle moins permissif à plus permissif à moins permissif. On est retombé dans les années 90 à très permissif. Puis là, on est en train de tendre vers qu'est-ce qu'on a fait. On dirait que là, c'est qu'est-ce qu'on a fait. On a créé un monstre. Et on veut revenir à un mode moins permissif. Pourtant, le mode moins permissif... C'est une très belle image pour nous amener dans le zéro trust. On parle maintenant comme étant l'espèce de zéro trust tout, là. Puis ouais, c'est exactement le chemin, puis c'est super intéressant, puis je l'avais jamais abordé, j'avais jamais imaginé de cette façon-là. Oui, parce qu'on revient au fait, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, puis il y a beaucoup de monde qui en parle sur le matin de tout, qu'on a un frigidaire zéro trust à l'heure actuelle. Tout le monde va brander ça comme ça parce que c'est le mot à la mode. La réalité, c'est exactement ce que tu dis. Novell ne faisait dans le fond confiance à rien de facto et tu devais ouvrir à la pièce que tu avais besoin. Et ensuite, tu montais ta structure comme ça, ce qui fait que quand tu pars d'un modèle fermé vers l'ouverture, c'est beaucoup plus facile de l'opérer que d'aller d'un modèle d'ouverture vers la fermeture. Puis entre autres que parce que les utilisateurs sont habitués à une façon qui on leur enlève un anal ou une façon dont on les contraint à agir différemment, bien les limiter dans lequel on fait l'inverse. J'ai des déploiements infonuagiques que j'ai effectués. On a abordé ça de façon très restrictive en partant et on a ouvert en mesure que l'organisation avait un contrôle, une connaissance et une habilité qu'elle avait, une maturité qu'elle avait avec ce genre de choses-là. Fait qu'effectivement, on est parti le plus fermé possible à un niveau où l'organisation est confortable. Et là, on est parti de l'inverse, de l'ouverture complète, et ensuite d'essayer de ramener à un niveau de fermeture dans lequel l'organisation est confortable. Ça fait juste mal. Puis pour avoir une organisation où il faut un événement douloureux, dans le cas de Desjardins, l'événement douloureux qui a amené à refermer à un niveau où l'organisation est confortable, ça a été l'été 2019 a été un geste, mais c'est violent pour une organisation, ça fait mal pour une organisation de devoir passer par là pour arriver à un niveau de sécurité qui est décent, qui est correct, puis qui est à la place où l'organisation le veut vraiment. Bon, oui, regarde, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours en tête le bon vieux film War Games, avec des concepts fort intéressants, mais étrangement, l'entité militaire a un numéro public avec un modem branché sur le Warp, là, si vous vous souvenez du film, puis on est capable de le pigner, mais avec du War Darling. Mais bon, écoutez, il y a quand même, j'ai quand même ce film-là en tête parce que c'est enfantin, c'est instructif, c'est amusant, puis, mais malheureusement, ça correspond, Chris, à une réalité. Enfin, il va y avoir quoi bientôt? Il y a 30 ans, ce film-là, 35 ans. On dirait que ça correspond à notre réalité. La seule affaire, c'est que au lieu d'utiliser un téléphone avec 2 sus, c'est des pirates dans leur sous-sol avec des équipements hautement sophistiqués, mais ils réussissent quand même l'équivalent, comme dans le film, du téléphone à 2 sus, puis pénétrer sur un système intelligent qui a accès justement à des silos nucléaires, mais peu importe. Moi, c'est l'image. C'est l'image qui dit que l'extrême, c'est que ça arrive. C'est qu'un clown accède à éventuellement une arme de destruction massive. Puis qu'un soir, pendant une joute de T'es pas game après un 41 de gin, ben il pèse sur le piton. Puis le lendemain matin, il fait whoops, puis ils sont 2 sur la terre. Lui et son chum, un à côté de l'autre, là. Là, je caricature ici, là, mais écoutez, c'est l'équivalent de ça. Fait que moi, je suis très libéral, pas politique, très libéral dans ma façon de penser. Toutes les méthodes sont bonnes.
en autant que les mesures soient en place, puis l'exploitation de ces mesures-là soit adéquate, puis que les définitions soient détaillées et interprétées de la même façon par tous les partis. Hein, je parlais de définition tantôt, définition de BYOD, définition de ordinateur corporatif, etc. Établissez-les, mais appliquez-les, mettez-les en œuvre. Moi, c'est juste ça, là. Moi, j'accepte tout. Je suis un auditeur. C'est étrange pour un auditeur de dire que je suis libéral puis j'accepte tout. Moi, j'accepte tout. En autant que les risques soient contrôlés, gérés, puis ramener un niveau jugé adéquat, tout simplement, là. Moi, c'est juste ça. Mais l'auditeur, c'est pas lui qui met les règles, c'est lui qui fait respecter les règles. Fait que si justement, t'es libéral, dans la mesure où les règles sont là, tu les... Non, tu fais des règles? Non. Je fais pas respecter les règles. C'est pas ça. La gouvernance, donc les responsables, les gens imputables, s'assurent que les règles sont respectées. Moi, je vais m'assurer d'une chose. Les règles sont en application et fonctionnent telles que prévues et les objectifs sont atteints. Puis j'arrête là. Mais je fais pas respecter les règles. Faut faire attention, ça serait me substituer à la gestion. Effectivement, c'est inexact. T'es un bras de la haute direction pour s'assurer que les gens font ce qu'ils disent. Et de rapporter à la haute direction si les gens font ce qu'ils disent. Et voilà, c'est ça. Moi, je fais juste ça. Moi, je rapporte. Point. Moi, je fais la police. Salut! T'apportes à bord dessus? Non. Tant pis! Salut! C'est tout. Ah là là. Bon, un grand tour encore. On a abordé encore plein de sujets. Les show notes sont remplis de choses intéressantes et donc de nouvelles qu'on n'a pas abordées. Et des nouvelles plus approfondies si vous voulez creuser des sujets. Si vous voulez qu'on creuse des sujets, nous faire signe sur les médias sociaux, on va le faire. On a l'adresse courriel sur le site. On va conclure là-dessus et bonne semaine. Oui, bonne semaine. Puis lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains, s'il vous plaît. Beaucoup, oui. Tourlou!